Voilà. Alors, bienvenue à tout le monde à cette troisième activité de perfectionnement du REFAD pour l'exercice 21-22. On aimerait ça remercier tout particulièrement Patrimoine canadien et Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier qui se confirme d'année en année. Des remerciements tout particuliers à M. Guy Gendron, qui est professeur associé à l'Université du Québec à Montréal. Il a accepté avec enthousiasme de nous présenter la genèse du projet Boîte à outils numérique. Et sans plus tarder, c'est à M. Gendron que je cède la parole. À vous. Merci beaucoup. D'abord, je sais que c'est humide aux deux extrémités du pays. Et là, on a un peu de nouvelles du centre du pays. Alors, très, très, très heureux de parler aux gens qui sont de partout sur ce grand territoire et surtout du territoire de la francophonie canadienne aussi. Alors, voilà, un bonjour spécial à tous ces gens. J'aimerais aussi saluer mes collègues du Carrefour technopédagogique, pédagogique et technopédagogique, parce que ça s'est ajouté, donc les saluer. Et j'aurai l'occasion de vous en parler en introduction parce que, bon, c'est une belle équipe et on a de multiples mandats. Et ce mandat-là était le premier qui s'adressait, comment je pourrais dire, directement à notre clientèle étudiante, alors que le gros de notre travail se fait avec la clientèle enseignante. Oui, OK, ça va. Je suis en partage là-dessus. Voilà. Alors, la présentation d'aujourd'hui est assez simple dans le fond. Hein, donc, on va prendre, je tenais à présenter le Carrefour pédagogique et technopédagogique parce qu'avant d'être professeur associé, je suis chargé de projet en technopédagogie ici depuis un bon bout de temps. Je suis un des seniors avec ma collègue Marina Caplin. Je gravite autour de la technologie éducative qu'on appelait la technologie depuis 1987, donc où je travaillais déjà avec des professeurs-chercheurs et j'étais un des techniciens responsables du laboratoire de technologie éducative du département d'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Alors, ceux qui ont un peu de souvenir des bandes magnétiques, des diapositives et des acétates, donc, comprendront qu'on est parti de là pour intégrer progressivement le premier scanner texte dans l'université et de développer aussi un soutien à notre personnel enseignant, déjà à cette époque-là, qui s'initiait, comme tout le monde, aux technologies web, aux nouvelles technologies et tout. Alors, c'est un petit clin d'œil, mais c'est de là où je viens essentiellement. Donc, j'aimerais, oui, présenter, pas l'équipe, je ne les nommerai pas tous, mais de vous présenter notre Carrefour technopédagogique parce qu'il est assez unique quand même, je pense, à travers le Canada, le réseau universitaire canadien. Alors, on va parler de l'origine du projet, de la boîte à outils numérique, bien sûr, la recherche que nous avons entrepris en équipe et donc la recherche et le scénario retenu, oui, bien sûr. Et j'insiste sur une stratégie d'équipe, vous allez voir pourquoi. Et je vais vous présenter cette boîte à outils numérique dans son format web et portable, bien sûr, ainsi que l'instance Instagram qui nous sert de base d'animation pour atteindre d'autres niveaux de compétences, comme on le verra, tel que proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur de notre réseau universitaire québécois. Et je vais vous demander ce que vous en dites. Alors, je vais juste fermer ma fenêtre. Voilà. Alors, le Carrefour pédagogique et technopédagogique de l'UQAM a pour mission, bien sûr, de soutenir, former et informer la communauté universitaire en matière de pédagogie universitaire. Donc, valoriser les ressources internes et externes en appui au développement et au maintien des compétences pédagogiques et pédago-numériques, alors un nouveau terme, un nouveau néologisme qui s'est ajouté du personnel enseignant, et promouvoir et expérimenter les pratiques pédagogiques et pédago-numériques innovantes qui soutiennent l'apprentissage et la réussite étudiante. C'est un peu dans ce volet-là que je me suis inscrit, c'est-à-dire développer des outils et faire connaître l'ensemble des environnements numériques au service de la réussite étudiante, essentiellement. Et il n'y a qu'une bonne adresse qu'on vous invite à visiter, qui est enseigner.uqam.ca. Alors, ça peut peut-être inspirer
inspiré certains collègues un peu partout au Canada à venir voir ce qu'on fait, les divers programmes que nous avons, les calendriers de formation, les documentations et les éléments allant de la gestion académique à la production de contenu, à la scénarisation pédagogique, à la scénarisation de contenu pédagogique, etc. Donc, vous voyez, on est une belle gang j'appelle ça de fourmis, essentiellement. Alors, enfin, ben, le Carrefour, c'est 3 conseillères pédagogiques et 1 conseiller. Je suis tenu de respecter les genres, là, comme vous voyez. 5 chargés de projet technopédagogiques, une agente d'information, une agente de recherche et de planification et 3 techniciens. Un directeur qui est avec nous aujourd'hui, parce qu'il faut bien le nommer, donc Jean-François Tremblay qui est avec nous. Et le tout est appuyé par une superbe équipe de création multimédia, parce qu'on a une superbe équipe de création multimédia, de création web, d'animation, de design qui sont là pour bonifier l'ensemble des productions, l'ensemble des créations web de l'université aussi, mais qui sont des partenaires essentiels dans le travail que nous effectuons. Et comme je dis, parce qu'il est bien sûr, c'est bel et bien un travail d'équipe. Alors, l'origine du projet, donc, on est parti dans la foulée de la crise sanitaire. Alors, ça a été un train qui nous a un peu défoncé, un choc pour tout le monde, essentiellement. On a dû faire preuve d'innovation et d'adaptation assez rapidement. Et à travers tout ça, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a mis en place 2 règles budgétaires afin d'octroyer un financement aux établissements universitaires qui se doivent d'offrir un soutien direct à la communauté étudiante pour l'apprentissage en ligne. Alors, comprenons qu'il y avait 2 défis. Le défi des enseignants, c'est-à-dire s'ajuster, s'adapter, et notre équipe a dû faire preuve d'innovation pour appuyer toute cette communauté enseignante-là à s'adapter. Alors, tout le monde connaît Zoom maintenant, tout le monde connaît ses secrets, et c'était la même chose pour la communauté étudiante, c'est-à-dire qu'ils faisaient aussi l'apprentissage de la formation plus souvent qu'autrement synchrone en ligne pendant cette année. Donc, il s'agit d'une initiative conjointe. Donc, on a déposé un projet essentiellement au ministère, qui est une initiative de notre vice-rectorat au système d'information qui regroupe nos 3 services. Nous sommes partenaires au sein de ce vice-rectorat-là, soit le service audiovisuel, le service informatique ainsi que le service des bibliothèques. Alors, voilà. Donc, et on accroît de plus en plus nos partenariats sur plusieurs projets. Je pourrais parler de la phase 3 du projet éventuellement. Nous pourrons voir ça. Alors, ici, qu'est-ce qui arrive avec ça? Merci. Alors, comme je disais, ce projet est issu du continuum de développement de la compétence numérique, donc ce qui était le cadre de référence des compétences numériques émises par le gouvernement du Québec. Et on voit qu'on a une espèce de, on appelle ça, on ne sait plus comment l'appeler, une fleur qui est proposée, qui touche un peu l'ensemble des compétences et des dimensions, si vous voulez, de l'accès au numérique, à son usage, donc qui sont présentées là. Alors, j'ai mis le lien pour ceux qui veulent aller, aller un peu plus loin dans ce cadre de référence-là, parce que, bon, ça a été créé par du regroupement d'experts, bien sûr, et il y a peut-être un peu beaucoup de dédoublement, mais nous l'avons simplifié en zone d'action, essentiellement. Oups, excusez, je sais suivant. Voilà. J'ai mis ces dates parce qu'elles sont importantes. Déjà, en 2006, on avait des initiatives, souvenez-vous, qu'on a connu d'abord une montée fulgurante, bien sûr, des technologies, de leur usage dans le milieu, dans l'industrie, dans le milieu de la production et de la production multimédia aussi. Bon, vous connaissez nos écoles qui enseignent aujourd'hui, par exemple, les jeux vidéo, le design, le graphisme, et aujourd'hui, on s'en va vers tout ça en 5K maintenant. 2016, parce qu'il y a eu un gros effort aussi du gouvernement afin de sonder un peu le principe de la littératie numérique au sein des organisations et gouvernementales et des organisations en général qui œuvrent en région, dans toutes les régions administratives du Québec. J'ai eu le privilège de participer à cette recherche essentiellement.
Et 2019, parce que la situation s'annonçait urgente, bien sûr, de rassembler tous ces gens. Et maintenant, le coup était donné de lancer les initiatives numériques dans nos réseaux d'enseignement. On avait déjà le réseau collégial qui était bien avancé, un cégep à distance et tout. Je pense qu'on a un collègue de TELUC. TELUC est un peu notre ancêtre dans le domaine sur une toute autre structure, bien sûr, qui est l'enseignement autoportant, essentiellement. Alors voilà, ce sont des dates importantes qui font que ici comme ailleurs dans le monde, on a commencé à réfléchir sur ces usages. Alors, voilà. Donc, alors, en fait, de quoi parlons-nous? C'est vrai que je suis aussi professeur associé et je demande toujours aux étudiants d'aller commencer par le dictionnaire, essentiellement. Question d'aller voir de quelles compétences nous parlons, qu'est-ce qu'on entend par compétences, parce qu'on a vu qu'il y a des croisements au niveau des habitudes techniques qui sont là, mais il y a aussi des compétences qui vont jusqu'à l'éthique et le comportement citoyen, bien sûr, à travers cet univers numérique-là. Bon, on est tous un petit peu au fait de ce qui se passe à travers ça. On a connu avec Donald Trump l'ère des fake news, l'ère du mensonge organisé, de la désinformation, la transformation de l'information juste en citation hors contexte et mise à contribution pour faire passer certains messages à la fois politiques ou à la fois, bon, je ne qualifierai pas la suite. Alors, par compétence au niveau professionnel, bien sûr, dans ce qui était fait, on parlait des combinaisons des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui s'expriment dans le cadre d'une situation de travail concrète. Au ministère de l'Éducation, donc, on a pris une définition qui origine quand même du début des années 90, qui est un savoir agir résultant de la mobilisation de l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources internes et externes dans des situations authentiques d'apprentissage dans un contexte professionnel. Alors, si on veut aller à l'origine de cette définition-là, on peut l'appuyer dans le dictionnaire actuel de l'éducation, donc de Renan Legendre. Alors, un savoir-agir prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Notre famille de situations, à nous, c'est le milieu universitaire, c'est le milieu de l'enseignement, c'est le milieu de l'apprentissage essentiellement. Alors, donc, on a, sans tarder, on a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qu'on avait comme ressources, qu'est-ce qu'on pourrait promouvoir comme ressources essentiellement à l'intérieur de l'université pour aider ces étudiants à passer au travers leur parcours universitaire avec succès. C'est ajouté à ce point-là la compétence informationnelle qui, quant à elle, regroupe l'ensemble des habiletés requises à l'étudiant pour reconnaître son besoin de se documenter lorsqu'il survient, puis de trouver, d'évaluer et d'utiliser l'information adéquatement. C'est un mandat que se sont donné la plupart de nos bibliothèques universitaires et même collégiales essentiellement, qui sont un peu, je dirais, porteuses de ce qu'on pourrait appeler les compétences informationnelles, essentiellement. Comment chercher, comment trouver, comment distinguer, comment évaluer, comment après ça rédiger et tout. On a ça dans notre boîte à outils grâce à notre service des bibliothèques. Alors, le Conseil de l'Europe, la communauté européenne avait déjà tablé sur ces projets-là. Ils sont un petit peu plus en avance que nous sur cette base-là, donc à savoir que les compétences requises comprennent l'aptitude à rechercher, recueillir, traiter l'information et utiliser de manière critique et systématique en évaluant sa pertinence et en différenciant l'information réelle de l'information virtuelle, tout en identifiant les liens. Alors, ce qui a amené beaucoup de ces programmes et de ces universités-là à s'interroger tout de suite, à créer des programmes que je pourrais dire d'éducation aux médias essentiellement et à valoriser les approches méthodologiques disponibles aujourd'hui sous toutes ces formes dans nos bibliothèques universitaires. Alors, voilà. Alors, de qui parlons-nous? Voilà, on s'est fait poser la question au tout départ, ça s'adresse à qui, vous travaillez comment, et etc. Alors, voici le portrait de notre clientèle étudiante à l'UQAM, du moins, hein, donc sur 39 403 étudiants en 2020.
78,2% de ces étudiants donc, sont au premier cycle. Et comment je pourrais dire, les commentaires qui nous viennent les plus fréquents de la part des enseignants aussi, souvent, c'est comment je peux dire, le niveau méthodologique et de maîtrise méthodologique des étudiants de premier cycle essentiellement. Et cette année, en plus, je dois ajouter, je l'écris un peu plus loin, je dois ajouter que nous recevions 2 nouvelles cohortes à notre université. Donc, une première qui a passé sa première année entièrement sur Zoom, essentiellement, donc qui ne connaît pas les lieux, qui ne connaît pas nécessairement l'ensemble des services qui leur sont offerts. Et donc, parmi les gros efforts que nous avons à faire, bien sûr, c'est d'amener ces jeunes-là aussi vers les ressources bibliographiques de notre bibliothèque universitaire. Alors, ça définit un peu aussi, puis je vais terminer assez rapidement là-dessus sur le champ théorique, ça va déterminer un peu le principe même de ce qu'on appelle le paysage de la littératie numérique. Hein. Donc, on voit déjà des éléments que vous allez retrouver dans notre boîte à outils, qui sont l'utilisation, bien sûr, de définir des buts donc de méthodologiques, d'arriver à la création de contenu et à la compréhension des enjeux, à la fois dans leur parcours universitaire, mais aussi des enjeux sociaux globalement, puisque, bon, on sait que le temps que les gens passent maintenant dans l'univers virtuel les amène à être presque plus dans le virtuel que dans la réalité par moment en termes d'utilisation, de temps d'utilisation et bon, ça amène d'autres problématiques, on y arrivera. Alors, les bibliothèques se sont mises ici, je l'ai ajouté quand même, c'est le groupe de travail sur la promotion et le développement des compétences informationnelles de l'Université du Québec, donc l'UQ, qui a fait un beau travail en rassemblant plusieurs responsables des réseaux des bibliothèques pour voir quel était les niveaux de connaissances, bien sûr, et surtout la compréhension des processus de création de contenu, d'accès à l'information, de la recherche, bien sûr, et de la production de savoir. Donc, tout ce contexte-là a été évalué et on le fait ici aussi essentiellement, bien sûr, pour voir où est-ce qu'on en était à l'université. Le devoir d'éducation aux médias, je l'ai dit tout à l'heure, donc on est allé voir dans plusieurs autres universités qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et encore là, on voyait que c'était le rôle des bibliothèques, bien sûr, qui travaillaient sur par exemple ici, sur l'évaluation de l'information, les outils, la disponibilité de ceux-ci et bien sûr le savoir-faire, le savoir les utiliser. Et puis, même chose chez nous, on a un élément de référence à l'université qui est l'infosphère, essentiellement, qui a vieilli beaucoup et on s'en fait un projet pour le moderniser, mais c'est un élément clé dans notre champ des compétences, c'est-à-dire écrire et rechercher. C'est un élément clé de notre boîte à outils. Alors, avec la collaboration de mes collègues qui sont ici présents et mes collègues des bibliothèques, bien sûr, nous allons travailler à donner un petit coup de rajeunissement et de dynamisme à ces outils-là qui sont réputés un peu partout au Canada et à l'international. Donc, et c'est l'élément qui concerne bien sûr les compétences informationnelles. Alors, quelques constats et témoignages de professeurs et d'étudiants essentiellement. On a tous vécu une évolution technologique à vitesse grand V. On arrive aujourd'hui avec des jeunes qui sont nés avec le numérique. Alors, ça agit sur la culture informationnelle, les ressources documentaires et la concurrence des géants du numérique. Ça définit notre manière de chercher aussi. Hein. Pour plusieurs étudiants, je lisais dans des études aux États-Unis, chercher, c'est d'écrire le mot dans Google, de prendre les 2-3 premiers loin, de prendre la synthèse et d'inclure ça dans un travail, alors qu'on demande un peu plus de rigueur, essentiellement, ne serait-ce que d'apprendre à chercher. Alors, voilà. Ce qui a été observé aussi, on parle d'un choc culturel observable entre les professeurs, c'est-à-dire la culture encyclopédique de la recherche versus les étudiants natifs du numérique. Et aussi, on peut dire que l'élève dépasse le maître en matière d'utilisation, comment je pourrais dire, pas sauvage, mais
intuitive de ces outils-là et tout ça, alors que nos professeurs ont eu à faire un gros step d'adaptation cette année, l'année dernière du moins, et cette année encore. Alors, et on a une disparition de la culture web observée qui nous amène à celle de l'instantanéité du mobile. Encore là, il y a plusieurs études internationales qui nous amènent qui nous démontrent que les jeunes regardent la réalité à travers un appareil qu'on appelle un téléphone intelligent ou une tablette, mais beaucoup par le téléphone intelligent. C'est pour ça qu'on a pris soin de voir les habitus donc des étudiants ici pour designer quelque chose qui est d'abord mobile avant d'être web, parce qu'il y a cette habitude de glisser le pouce et de se promener dans la documentation. Et ben, ça finance les opticiens et les optométristes. Alors, quelques pistes de recherche. Ben, je disais tantôt que c'est un travail d'équipe. Donc, on a travaillé, d'abord, il y a eu des groupes de discussion composés d'étudiants du deuxième cycle en communication. C'est mes collègues Yves Mon et Philippe Flamand qui ont travaillé là-dessus. Alors, on est parti un peu de leurs observations. Ce sont ceux de deuxième et de troisième cycle qui sont les principaux utilisateurs de nos ressources, de bibliothèques, des bibliothèques. Alors, donc, on avait une bonne idée de qui utilisait quoi et qu'est-ce qui pouvait nous donner comme opinion sur ce qui existait comme ressources bibliographiques. On a fait de l'évaluation quantitative et qualitative des requêtes auprès de notre service de clavardage informatique. Je le dis tout de suite, on a un super service de clavardage dans notre service informatique et je pourrais en parler plus tard, mais qui est composé actuellement de techniciens, comment je pourrais dire, expérimentés qui sont dans nos laboratoires informatiques un peu partout ici à l'université, mais aussi composé de 19 étudiants venant de toute provenance, qui sont actuellement à l'ouvrage. Alors, on le verra sur le web, il y a toujours un accès immédiat au clavardage pour trouver une ressource, un truc, et ajoutez-en, on offre 150 services à nos étudiants ici. Alors, on a évalué la fréquentation de notre site web des bibliothèques de l'UQAM, bien sûr, grâce à Issam Wadi qui a fait cette enquête-là de son côté, qui est notre partenaire dans le projet du service des bibliothèques. Et on a fait un bilan des requêtes au service de clavardage du service des bibliothèques aussi. Quelles étaient les principales questions? Est-ce que c'était une question d'utilisation, une question est-ce qu'on voulait fréquenter un bibliothécaire? Parce que chaque département a ou programme du moins, a des bibliothécaires attitrés. Donc, c'est une ressource qui est remarquable aussi. Et on a fait de l'exploration des initiatives numériques. Donc, je vous en ai montré un petit bout tantôt. Donc, dans l'exploration des initiatives numériques dans les réseaux universitaires et collégiaux. Alors, je vais avancer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme constat? Donc, les compétences informationnelles, ça nous dit qu'ici comme ailleurs, le mandat est donné aux bibliothèques. Donc, on remarque que nos étudiants de deuxième cycle nous disaient que le matériel était un peu vieillissant. Les étudiants fréquentent d'autres ressources universitaires où on y retrouve plus de documents animés et des capsules vidéo au goût du jour. Écoutez, on est en compétition avec TikTok, avec les vidéoclips, avec tout cet univers numérique-là. Et on comprend que la marche est haute pour s'ajuster. Donc, c'est un des mandats là, que notre équipe a du Carrefour avec le service des bibliothèques pour atteindre ça, et ce qui vient augmenter essentiellement nos ressources, nos outils dans la boîte à outils numérique, dans le volet recherche. On a évalué au niveau des requêtes auprès du service informatique. On s'est aperçu qu'on avait un pic, surtout pour la rentrée, donc les 3 premières semaines, à la recherche des identifiants. Là, je dis en blague, qui suis-je, que fais-je, là, mais beaucoup de questions aussi sur les accès à Microsoft 365. Comme vous savez, tous nos étudiants ont accès maintenant à Microsoft 365 et à Moodle, qui est notre plateforme d'enseignement, qui est supportée par une très belle équipe de chez nous aussi, du service informatique et de notre Carrefour, bien sûr, et en plus d'un service de clavardage que nous offrons pour dépanner ces gens dans les diverses facultés de notre université.
Et puis, ben, dans les bibliothèques, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de fréquentation des étudiants de premier cycle. Alors, Issam Ouadi me communiquait qu'en la moyenne d'une recherche à l'université pour les étudiants de premier cycle dure 1 minute 30 secondes et se limite à 2 clics, pas plus. Alors, dans cette suite-là, ben, quand on parle de culture web, bien sûr, nos principaux sites web sont complexes. On nous dit qu'ils sont un peu difficiles, il est un peu difficile de s'y retrouver à moins de 5, 6 niveaux, trouver le bon niveau pour aller chercher l'information. C'est normal, écoutez, on a évolué avec une quantité d'informations à traiter en gardant l'archivage et tout, et à toujours remodeler. Et on a toute une équipe de programmation et de design web, donc au service audiovisuel de l'UQAM. Et le Wiki UQAM, ben là, les commentaires qui nous étaient dit un peu, il s'agit d'une banque infinie où il est plus facile de se perdre que de trouver tout ce que nous cherchons. Donc, ces outils-là deviennent un peu moins adaptés à une recherche rapide d'informations. C'était un des objectifs que nous avions. Et les ressources s'adressant aux étudiants, en général, sont plus axées sur le service d'aide à la réussite. Donc, beaucoup de soutien du service à la vie étudiante, aide à la recherche, aide aux travaux, service de soutien psychologique, et puis tout ce carrefour-là là, qui leur est adressé, bien sûr, en termes de ressources. Donc, il y a beaucoup de ressources numériques là-dedans, bien sûr, parce que les étudiants utilisent des plateformes comme Résultats et tout pour communiquer, de serait-ce que pour avoir le résultat de leurs travaux. Je sais qu'ils en sont très friands. Alors, même constat au niveau du réseau universitaire et collégial. On a vérifié des projets de robots. On est allé voir des projets, là, on a rencontré des gens, on a discuté de ces éléments-là, voir est-ce qu'un robot pourrait faire l'affaire, etc. Et on s'est rendu compte que ces robots-là étaient très, très, très axés, ces projets d'utilisation des bots étaient très, très, très axés sur le soutien à l'étudiant. Donc, soutien à la vie, les mêmes services qui sont offerts par toute notre super équipe du service à la vie étudiante à l'université. Alors, on est passé par quelque chose d'un peu plus simple. Donc, un dernier élément, et j'y reviendrai sur la simplicité de l'affaire, parce que c'est beaucoup l'échéancier qui nous a amené à respecter cet échéancier, c'est-à-dire le respect de l'échéancier nous a amené à designer en conséquence, parce qu'on avait un objectif que ce soit prêt pour la rentrée 2021. Donc, mais ça nous ramène quand même au principe de la citoyenneté éthique qui était au cœur de cette fleur, essentiellement, hein, qu'on voit là. Et ça amène toute la question aujourd'hui, vous le savez, ben, alors, dans tous nos réseaux universitaires, il y a certains mots qu'on peut plus prononcer. On a des phénomènes de genre, on a des revendications, on a de la discrimination, on a du racisme, et c'est ça maintenant le portrait de l'université. Tu sais. Donc, et les réseaux sociaux ne sont pas tout à fait aidants dans le domaine, cette culture des médias sociaux. Donc, on a un volet que nous allons attaquer dès janvier essentiellement, qui nous amène à travailler davantage sur cette citoyenneté éthique ou de ce qu'on peut appeler cette compétence numérique du 21e siècle. Donc, c'est un élément qui est important, mais qui est un peu... il fallait prendre son temps pour y arriver. On va arriver à la production d'éléments vidéo produits par une équipe d'étudiants, d'ailleurs, d'étudiantes, parce que c'est pas mal ça, et une équipe d'anciens diplômés de l'UQAM qui font équipe. Et puis, pour nous produire ces éléments-là, on est en idéation sur divers projets et donc, c'est ce qui va suivre. Alors, cette question-là, elle est importante pour vous donner une petite idée de ce qui s'en vient comme premier jet. Donc, on va travailler sur le principe de dépendance. La dépendance numérique essentiellement. Donc, ça amène beaucoup de questions dans la communauté étudiante aussi en termes de gestion de temps, en termes d'approche de culture. Alors, on va travailler là-dessus. Alors voilà, donc la citoyenneté numérique, puis je termine là-dessus. Donc, selon l'International Society of Technology and Education, donc
La citoyenneté numérique, selon l'ISTE, c'est la citoyenneté, elle va bien au-delà de la sécurité en ligne et d'une longue liste de choses à ne pas faire. Il s'agit aussi de choses à faire qui contribuent à créer des citoyens numériques réfléchis et empathiques, capables de s'attaquer aux importantes questions éthiques qui se posent à l'intersection de la technologie et de l'humanité. Donc, je trouve que c'est un peu l'esprit qui est derrière cette troisième phase qui s'en vient. Donc, ça demeure un peu comment je pourrais dire, l'objectif ultime que nous voulons atteindre, de travailler sur cette citoyenneté-là et d'en développer une culture et on est déjà là-dessus, donc une culture qui est bienveillante et respectueuse des autres. Alors, nous avons retenu 4 dimensions, 4 compétences générales pour développer ce projet-là. Donc, il était urgent de développer de développer et d'arriver à mobiliser les habiletés technologiques des étudiants. Donc, c'était un peu ce qu'il y avait de plus simple. Comment on s'y est pris essentiellement? Le camarade, le collègue Yves Mon qui est avec nous aujourd'hui, Issam Wadi, ont travaillé beaucoup à répertorier tout ce qui existe de ressources numériques à l'intérieur de l'université, donc à l'université. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pages d'URL et tout, tant dans le secteur des bibliothèques que dans le secteur des espaces logiciels, de la création, de tout ce qui était disponible comme service pour notre communauté étudiante. Alors, on est allé à la pêche et on a pêché beaucoup de poissons. Le développer et mobiliser sa culture informationnelle, c'est vraiment, encore une fois, le rôle de nos bibliothèques. Et ça a révélé qu'il n'y avait pas urgence, mais qu'il fallait créer un projet pour moderniser ces informations-là et augmenter, parce que c'est par là que passe toute la base méthodologique des étudiants essentiellement. J'avais une discussion avec un directeur des bibliothèques cette semaine, puis on se disait que les enseignants ne fréquentaient pas trop notre bibliothèque non plus, mais il faut les informer sur la disponibilité de toute cette belle équipe des bibliothèques et de toutes ces ressources qui sont à la disposition, et des enseignants, bien sûr, mais aussi et surtout, c'est ce qu'on souhaite, de la communauté étudiante. Agir en citoyenneté éthique à l'ère du numérique, on vient d'en parler. Et un élément qui est important, donc, qui est de développer sa pensée critique à l'égard du numérique. Donc, il y a lieu d'être critique à l'endroit des médias sociaux numériques surtout. Alors, voilà. Donc, dernier détail, je l'ai dit tantôt, donc on s'est ramassé avec 2 nouvelles cohortes dans le premier cycle, une qui connaissait que Zoom de l'UQAM et l'autre qui est arrivée là, cet automne. Et donc, avec une méconnaissance et des lieux et des 150 services qui leur sont à faire. Alors, voilà qui allait nous dicter un peu l'ordre et les étapes à franchir et très certainement les échéanciers à respecter. Alors, voilà, on y arrive. Je vous dis bienvenue dans la boîte à outils numériques. Alors, c'est un site qui est très simple, mais qu'on a travaillé sur des axes très précis, rapides et qui englobe essentiellement l'ensemble des activités de notre communauté étudiante ici à l'université. Donc, bien sûr, on a des enjeux de communication, de collaboration, parce que beaucoup de travail d'équipe et beaucoup de collaboration sont à l'heure du jour. La rédaction et la recherche qui nous amènent directement donc aux compétences informationnelles, la création, donc beaucoup d'éléments de didactique, de conseils, beaucoup de matériel aussi, de démonstration et tout, de l'utilisation de divers logiciels dans plusieurs circonstances ou dans plusieurs programmes, bien sûr, et l'espace logiciel qui est un peu le cœur de notre service informatique, c'est-à-dire que tous les étudiants ont accès gratuitement à une foule de logiciels, que ce soit en laboratoire informatique ou encore même qu'ils peuvent utiliser le temps qu'ils sont encore étudiants ici, selon les programmes, que ce soit en communication, en art, en géographie, en sciences biologiques. Alors, il y a une foule de logiciels spécialisés et il est important de les promouvoir et de présenter ces éléments-là. Et en fait, je disais au début
que l'idée première de ce projet-là était d'avoir une ligne de programmation. C'est une programmation en accordéon, mais très simplifiée, qui permettait d'avoir accès à toutes ces ressources via un téléphone intelligent, bien sûr, ou une tablette. Donc, voici à peu près ce que donne cet élément-là. Alors, on peut avoir un défilement vertical pour aller vers les points que vous avez vus en page précédente. Et bien sûr, c'est très rapide. Et alors, je vais aller sur l'espace web, donc pour vous montrer un peu comment la structure ou encore l'ergonomie de ce site-là. Alors, je vais aller en tout bonnement en communication. Alors, communication, c'était l'urgence de répondre aux diverses questions parce que ce sont celles qui sont les plus posées aux équipes de clavardage en début de session. Alors, voilà qui vient d'apparaître. Ce n'est pas parce que j'ai dit le mot clavardage, mais voilà. En tout temps, sur le téléphone, autant que sur le site, il est possible d'envoyer des questions à une équipe de clavardage qui, encore une fois, je le répète, est constituée de 19 étudiants qui sont… Excuse-moi, Guy, on ne voit pas ton écran partagé. Excusez, je reviens là-dessus. Je reviens. Je suis désolé de t'interrompre. Non, c'est correct. C'est vrai, je pensais qu'il allait passer directement. Alors, je vais revenir partager l'écran et voilà. Ça vous va? Oui, on voit bien. Parfait. Alors, je donnais un exemple ici. Donc, on a retenu les principaux champs donc, qui sont ici, donc, que vous voyez, qu'on a sur la page principale, bien sûr. Alors, je prenais l'exemple, par exemple, de communication. Et communication, c'était l'urgence d'arriver avec les bases essentielles. Donc, que sont les bases essentielles? Alors, on voit que ce sont, comme je disais, les principales questions qui sont posées partout dans nos cliniques techno, dans notre groupe de clavardage, bien sûr, qui est ici. Alors, on le voit. Je disais donc que partout sur le site comme sur l'appareil mobile, il est possible, donc on a une barre flottante, il est possible de clavarder, d'envoyer des questions à notre équipe de clavardage, donc qui est là. Alors, les principales questions qui étaient posées, entre autres, dans tous nos services, donc c'était le code d'accès pour les étudiants et les candidats. Alors, allons-y. On va juste voir ça rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce que le code d'accès? Donc, on arrivait avec le code permanent, le code MS, son mot de passe, le code courriel, bien sûr, parce que les gens arrivent ici, tout est neuf. Les codes d'utilisation d'admission en ligne pour les… Alors, si je mets au NIP ici, alors on a ça vient de notre service informatique, bien sûr, les éléments de base pour accéder à ces informations-là. En 2-3 clics, on est rendu. Alors, voilà, c'était pour ça. Donc, je vais revenir. Alors, les bases essentielles sont là. Les autres questions qui étaient importantes, Internet UQAM, alors tout le monde doit y accepter. On a dû tenir compte justement de l'utilisation d'appareils mobiles. Donc, comment ça se passe sur Android, sur iOS, sur ordinateur et tout. Obtenir le code d'accès MS. Le code MS, vous le savez, c'est notre code universel qui nous permet d'accéder à l'ensemble des services. Alors, les éléments de courrier, bien sûr, sont là. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, tous les étudiants ont accès à Microsoft 365, qu'on appelait Office 365 à cette époque-là. Alors, donc, ils ont accès aussi à l'espace de sauvegarde, donc le Drive qu'on appelle à Paris. Et puis, donc, ils ont accès à tous ces éléments-là. L'autre élément qui est fort important, bien sûr, notre plateforme d'enseignement à l'UQAM, comme un peu partout aussi dans le réseau universitaire, c'est Moodle. Donc, toutes ces questions-là se passent. On a un fort service qui appuie les enseignants dans l'utilisation de Moodle, mais aussi pour les étudiants qui l'utilisent de plus en plus pour des questions de communication, des questions d'échange, bien sûr, d'accès aux documents, aux textes et tout. Alors, on a beaucoup d'éléments qu'on avait déjà créés ici au Carrefour, donc des capsules vidéo d'aide à l'utilisation de Moodle qui a été ajoutées récemment.
par notre collègue Pablo, le bloc de messages personnels, bon, tout est là. Comment utiliser ces outils, c'est un peu le couteau suisse que cette portion de communication-là. Ensuite, ben, tout le monde a fait l'apprentissage de Zoom, bien sûr. Alors, tout ça apparaît rapidement sur les appareils mobiles et donc les accès Zoom, qu'est-ce qu'on peut faire avec, bon, etc. Les guides d'utilisation. On fournissait même, on a même trouvé l'ensemble des fonds d'écran disponibles. Vous savez, des fois, c'est plus intéressant d'avoir un fond d'écran qu'une caméra éteinte essentiellement. Alors, on s'en va là-dessus et je vais aller tout de suite en recherche. Voilà, en recherche, alors on a les principales questions qui sont posées qui réfèrent directement à l'infosphère de l'université. Alors, on a toutes ces questions-là qui sont identifiées le travail, donc choisir son sujet, cerner son sujet, distinguer les types de documents. Alors, si je fais un clic et que je vais voir là-dessus, voilà, ça nous amène directement dans Infosphère qui nous offre aussi une foule d'outils pour aider ces étudiants-là à la fois chercher dans Sophia, maintenant qui est utilisé chez nous, mais aussi d'aller faire des recherches plus spécialisées, d'accéder à des, bon, par exemple, à des articles qui sont scientifiques et évalués par des pairs, apprendre à citer, apprendre à monter sa bibliographie, tous ces outils-là sont maintenant à la disposition de la communauté étudiante. Alors, on est encore là-dessus. Alors, mais ce n'est pas tout d'arriver avec une boîte à outils comme celle-là. Donc, après tout ça, je reviens de une. On a choisi une modalité d'animation qui est Instagram, qui est une plateforme qui est nettement plus utilisée, d'abord sur les plateformes mobiles, bien sûr, qui est plus utilisée que les... comment je pourrais dire, que Facebook ou autre. D'ailleurs, Facebook commence à se déclasser progressivement. Alors, Instagram, c'est l'élément à la mode. Alors, on a utilisé ces éléments-là pour inviter les étudiants ça nous permet d'atteindre d'autres niveaux d'information, d'arriver à diffuser des trucs et astuces, de faire des suggestions. On a des liens avec Radio-Canada, on a des liens avec d'autres, vous connaissez les décrypteurs, vous connaissez alors plusieurs émissions qui ont des sujets qui peuvent intéresser la communauté étudiante. Alors, c'est notre plateforme d'animation, voilà, qui est, je l'avais, oui, on y va. On va y aller. Voilà. Qui est animé d'ailleurs, tiens, je vais y aller tout de suite. Alors, les étudiants que vous voyez là, voici. Alors, on a fait 2 séries de capsules ou de clics Instagram pour présenter les étudiants qui sont au clavardage avec nos étudiants, bien sûr. Donc, l'équipe de clavardage, les 19 étudiants qui sont, et chacun nous arrivait avec un petit commentaire sur son utilisation des espaces numériques. Alors, on a Sadio Dieng ici, donc du Sénégal, qui nous dit que l'espace logiciel me permet d'avoir, dans le cadre de mon programme, un choix de logiciels approprié. Donc, elle étudie, donc elle nous parle de MATLAB et tout ça. Donc, ce sont des logiciels très, très utilisés. Je disais tantôt qu'on a accès à des espaces logiciels. Alors, ici, on a Alassane qui nous parle du laboratoire virtuel, qui est un très beau site à la disposition pour des logiciels très spécialisés. Samia qui nous parle de Sophia, bien sûr. Et je voulais terminer par cette dernière, parce que c'est Florence Tremblay, qui est notre étudiante à la maîtrise en communication, qui anime donc tout notre espace Instagram et qui produit à chaque semaine de 2 à 4 capsules comme ça ou 4 pages Instagram ou posts qui sont développés. Alors, voilà, donc ça, c'était un des premiers éléments que je voulais vous montrer là-dessus. Mais aussi, donc, comme on voit, on a des éléments qui sont présentés. Voici ici, par exemple, un premier exemple. Je disais qu'on avait des liens avec Radio-Canada et d'autres. Les décrypteurs avaient sorti un document sur TikTok, entre autres. Alors, donc, c'est des façons de les sensibiliser et d'aller voir ailleurs aussi et de les sensibiliser à ce principe-là. Donc, et ça nous permet aussi, à travers ces types d'émissions-là,
de mettre en valeur des professeurs qui sont d'ici, des étudiants aux études avancées aussi, qui publient ou qui participent à certains événements ou à certaines productions, donc, et de mettre en valeur notre communauté étudiante dans son rôle, dans le rôle qu'elle assume dans l'environnement numérique ici à l'université. Alors, donc, on en a plusieurs et ça n'arrête pas. On a beaucoup de postings là-dessus. On a une fréquentation, je ne sais pas si Karine est là, mais on a une fréquentation qui était d'environ, au niveau du site web, à 1500 personnes par semaine, donc qui nous donnait, bon, et ici, on a quand même un 400. On avance là, tranquillement, mais ça va prendre, c'est comme le vin, là, ça va prendre beaucoup de valeur avec le temps essentiellement. Alors, voilà. J'arrête le partage là-dessus. Et enfin, on va poursuivre ou on va compléter. Je vais juste revenir en partage ici. Est-ce que je suis dans le temps, Robert? Oui, on devrait être bon. Alors, je vais juste terminer. Oh, bon, ça, je ne le retrouve pas. Excusez-moi, Guy, je ne trouvais plus mon démute, j'ai trop d'écran. OK. Ça va très bien. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, là, mais... Bon, écoute, je complète là-dessus. Alors, je vous invite à aller à l'adresse suivante. Je vais revenir au partage, excusez-moi. Alors, je vais vous inviter à venir sur ça c'est le diaporama, OK, à venir à cette adresse-là. Que vous soyez de partout au Canada, c'est sûr qu'on a les accès logiciels sont restreints parce qu'ils sont liés aux frais technologiques que paient les étudiants, bien sûr, mais il y a une foule de ressources que vous pouvez venir voir, vous inspirer et vous pouvez nous écrire aussi, donc à numérique@commercialucam.ca pour nous amener des suggestions, des recommandations. Nous sommes là pour améliorer et améliorer le parcours de notre communauté étudiante ici, donc à l'UQAM. Voilà. Bien, Guy, un gros merci. On a l'impression d'être au coin du feu avec toi à placoter de choses intéressantes, entre autres de la gestion de l'information. C'est tellement passionnant. Moi, je n'ai pas arrêté dedans. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui. J'ai clavardé tout le temps. J'étais tout seul. Personne n'a posé de questions. Fait que moi, je vais en poser une. Ben oui. Mais Guy, c'est parce qu'avant la session d'aujourd'hui, je voulais aller voir la boîte à outils. Puis là, je me suis rendu compte que c'est réservé à la communauté ucamienne. Puis je comprends parce qu'il y a énormément de ressources qui sont spécifiques, en fin de compte, à vos façons de fonctionner puis à vos systèmes, j'imagine. Mais y aurait-il pas lieu d'avoir comme une affaire à 2 étages? C'est tellement ça intéresse tout le monde, la citoyenneté numérique puis la discipline de recherche puis tous les points que tu as mentionnés. Je pose la question, puis ça aurait vraiment compliqué le design, mais c'est quoi votre pensée par rapport à ça, puis l'investissement public dans le réseau des universités du Québec par rapport à la disponibilité de ces ressources-là? Bien, en général, beaucoup de ces ressources sont publiques là, dans ce qu'on a mis. Jean-François, peut-être que tu peux... elles sont libres. Vous pouvez accéder au tutoriel de Microsoft. Vous pouvez accéder à tout ça. C'est juste la portion accès logiciel qui est limitée. Et bien sûr, les accès Moodle et les accès à nos plateformes parce qu'elles nécessitent une identité ucamienne. Mais si vous allez sur numérique.ucam.ca tout simplement, vous allez accéder exactement à la boîte à outils. Et puis, faites-vous plaisir, abonnez-vous à notre compte Instagram parce que la suite de l'animation se passe par là. Tout ça est public, à l'exception des accès logiciels, bien sûr, qui sont là. Notre bibliothèque est entièrement publique. Vous pouvez accéder à, d'ailleurs, plusieurs collègues d'un peu partout au Canada accèdent à Infosphère, bien sûr. Donc, tout est public en général. Fait que sinon, il faut rafraîchir le furteur. C'est moi qui me suis gouré. J'ai dû rentrer par les logiciels sans me rendre compte. Merci de me rappeler à l'ordre. Puis je retournerai visiter parce que j'avais été bloqué pour quelques raisons. Valentine, qui est une étudiante internationale au programme de technologie à l'Université Laval, elle dit qu'elle trouve ça intéressant d'intégrer Instagram. Je sais que Valentine, elle utilise beaucoup les médias sociaux, autant pour communiquer que pour étudier. Hein? Puis elle dit, je suis d'avis qu'il ne faut pas les voir comme concurrence, mais comme outil. Les chances d'apprendre sur les réseaux sociaux sont limitées, en effet.
Puis, plus les médias sociaux permettent un niveau de participation au sein d'une communauté de partage. Donc, aimer, commenter, répondre. Je vois que Valentine a une très, très belle réflexion là-dessus. Aimerais-tu ça nous en dire plus? Parce que je trouve ça intéressant comme choix. C'est un choix d'actualité d'intégrer Instagram. C'est Valentine qui va parler d'abord. Allez-y, Valentine. Oui, merci beaucoup. En fait, cette réflexion, on a eu un cours la semaine passée de ma professeure, Mme Nadia Nafi, qui nous parlait des médias sociaux et puis comme outil dans l'apprentissage. Et puis, donc, au début, quand Guy, vous avez parlé que ce soit une concurrence, je voulais intervenir. Après, je comprends l'aspect esthétique complètement. Je comprends, il faut être au courant des dangers, on en a parlé aussi, etc. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il faut vraiment aller avec toute cette avancée technologique, vraiment voir ça comme une opportunité et pas le mettre de côté. Et du coup, je trouvais ça une belle opportunité que vous ayez intégré Instagram parmi votre boîte à outils. Tout à fait, Valentine. Quand je dis en opposition, pas en opposition, mais il y a vraiment il y a une petite marche culturelle là, qui est à passer. Et ça fait partie de la dimension critique des médias sociaux qui sont à apporter. Tu sais. Alors, quand on voit qu'aux États-Unis, écoute, je pense qu'ils ont atteint plus de 70% des gens ne s'informent que sur les médias sociaux, avec tout l'interfaçage qui se fait, un peu comme le principe du téléphone arabe, là, essentiellement. Alors là, on a une distorsion de l'information. Alors, notre rôle à nous, puis je suis tout à fait d'accord avec vous, Valentine, c'est de valoriser, bien sûr, l'usage et toujours d'avoir un esprit un peu éthique et critique. Mais pourquoi Instagram aussi? C'est le média qui est le plus utilisé actuellement sur les plateformes mobiles. Alors, j'espère que les étudiants ne sont pas branchés sur TikTok à longueur de journée pendant qu'ils écoutent leurs cours, essentiellement. Donc, c'est un moyen supplémentaire de les rejoindre et de vraiment animer. Donc, Animus, donner vie à une relation portant sur le numérique, essentiellement. Monsieur Labrèche a une question. Excusez-moi, avant ça, Valentine, vouliez-vous ajouter quelque chose? Non, tout est dit. Merci, Valentine. Oui, Monsieur Labrèche, à vous. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Je suis un petit peu étonné de voir qu'Instagram devient central là, dans les communications, étant donné que c'est tellement... En fait, ma perception d'Instagram, c'est que c'est quelque chose des photos, des images, et puis le flow est très, très rapide. Comment est-ce qu'on retient les étudiants? Puis est-ce qu'il y a moyen vraiment de présenter plus que allô, bonjour sur Instagram? Mais je suis naïf, là, je suis un usager, mais franchement, je suis un peu étonné. J'aimerais vous entendre élaborer davantage sur ça. Bien, M. Labrèche, je vais vous inviter à venir liker, comme on dit chez les plus jeunes, à venir vous abonner sur notre page Instagram, hein, qui est toujours à numérique, la boîte à outils numérique ou à numérique.uqam.ca. Et puis, on développe plusieurs stratégies. Comme je disais tout à l'heure, on te suggère, on fait des trucs et astuces et on a des références justement à des émissions existantes. Et ce qui s'en vient à compter un peu plus tard cet hiver, donc, c'est des liens vers un canal YouTube que nous développons qui porte essentiellement sur la citoyenneté numérique, donc les enjeux de la citoyenneté numérique. Et Instagram, encore une fois, on l'a utilisé parce que je vois plus beaucoup, oui, on a des étudiants qui ont leur portable dans leur cours, bien sûr, ils se connectent à Moodle, ils suivent la procédure et tout ça, là. Mais dans l'ensemble, si on regarde les statistiques d'usage, encore une fois, ce sont les fameux smartphones ou les appareils intelligents, comme on dit, à savoir que l'intelligence est passée par là. Et puis, donc, c'est la tendance d'utilisation. Alors, Instagram permet, moi, par exemple, j'ai un compte photo sur Instagram, vous avez raison, mais ça permet de diffuser encore plus et d'arriver avec des thématiques, des annonces et des choses qui peuvent, encore une fois, en respectant notre mandat qui est le numérique à l'UQAM. On peut faire plus. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Mon. Oui, je veux dire qu'en tant que parent de 3 jeunes adultes, on slide des DM, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'on sert d'Instagram pour se
s'envoyer des messages et de communiquer, et ça répond instantanément. Alors, dans le fond, notre réflexion, Guy, et c'était au départ, avec Julie aussi qui était là au départ, Oui, c'est comment on fait pour rejoindre les jeunes, les étudiants, les étudiants, oui. les jeunes adultes, mettons, les étudiants, puis quel canal est le plus approprié pour les informer et qui doit les informer? Si ça se fait par les pairs, c'est encore mieux. Et moi, j'ai été surpris les premières fois qu'on a mis le compte Instagram de la boîte numérique. J'ai envoyé un DM, un direct message comme ça. Et Florence m'a répondu dans les 5 secondes qui suivaient. Donc, c'est instantané. Mes enfants veulent me rejoindre. Je reçois mes notations, mes petites cloches d'Instagram. Immédiatement, je suis en contact, échange avec mes enfants. Ce n'est pas par courriel qu'on fonctionne, c'est cette messagerie-là instantanée. D'où la stratégie à l'UQAM de retenir Instagram, puisque c'est un médium très utilisé. Mais c'est aujourd'hui la façon de communiquer. Puis entre pairs, ils se répondent immédiatement puis ils ont tout de suite l'information. C'est ce que je voulais rajouter, Guy. Désolé. Ouais. Je trouve ça très, très intéressant, hein, cette idée-là d'avoir des pairs qui répondent à ces questions-là. Puis comme je le soulignais dans le clavardage, une autre chose que je trouve vraiment intéressante, c'est d'avoir justement un accès clavardage en tout temps là, pour avoir de l'aide. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Là. J'ai failli péter une petite crise dans le clavardage à propos d'essayer de joindre des services essentiels par téléphone. Là. De nos jours, c'est l'enfer. À cause de toute la fraude, hein, il faut s'identifier, puis on a des menus, puis des juridictions, puis en tout cas, je ne sais pas à moi la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il nous restait seulement 2 minutes. On est dans le temps. Guy, je vais vous laisser les mots de la fin, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé entendre votre démarche aujourd'hui parce que à tout projet réussi comme ça, il y a une démarche qui est logique, hein, puis il faut que nos choix de départ sont essentiels à la réussite ultime du projet. Puis je crois que votre démarche a été vraiment judicieuse. L'implication des bibliothèques, l'implication des étudiants, tout ça. Alors, merci pour cette contribution-là. C'était intéressant de voir la genèse du projet. Et à vous, le mot de la fin. Moi, je vais y aller par des remerciements, là, justement. On a notre collègue Dina Oudiani au service informatique qui, elle, manage l'équipe de 19 étudiants qui est là. Et vous savez, le clavardage, il est disponible de 9 h le matin à 22 h le soir, 5 jours semaine. Donc, et plus disponible la fin de semaine en plus. Alors il y a tout un travail qui était là. Donc, elle a réussi à recruter. J'ai mon collègue Issam, justement, Wadi, qui est là aujourd'hui, donc qui est notre répondant du service des bibliothèques sur ce projet-là. C'est peut-être lui qui a le plus gros boulot à venir, essentiellement, dans la coordination de la modernisation de ces projets-là. Je l'ai présenté rapidement tantôt, Florence Tremblay, chez nous, notre étudiante à la maîtrise, qui fait un travail remarquable et qui est essentiel, qui nous a prouvé que c'est essentiel d'animer pour arriver vers d'autres sujets, d'autres choses. Donc, j'ai Karine Gélina, notre agente de communication, qui est fort importante parce que c'est notre levier central de communication entre tout le monde, essentiellement. Puis, sans dénigrer les autres services, elle a beaucoup de plaisir de travailler avec nous. On ne veut pas la brûler. Alors, voilà, donc ça, c'est essentiel. Martin Rivet, notre directeur général, qui m'a un peu... je ne vous ai pas raconté, hein? En fait, je suis en retraite graduelle. Alors, je suis revenu après 3 ans de service ailleurs dans l'université pour revenir à mon alma mater, le Carrefour. Et c'est tout de suite le projet que Jean-François Tremblay, qui est avec nous aujourd'hui, et Martin, ont dit, bon, voilà, c'est ça que tu vas faire, voilà ton échéancier, puis on s'en va par là. Alors, il fallait agir vite, on a réussi. Alors, donc, je remercie
remercie Martin et Jean-François de m'avoir pas imposé, mais de m'avoir suggéré de sauter dans cette aventure. Et j'ai tous les collègues du Carrefour, bien sûr, qui sont impliqués dans ce projet-là, qui se sont impliqués au départ, mais qui sont de bons camarades. Je peux vous dire qu'au Carrefour, on a une superbe équipe et je pense que notre université est un peu gâtée de nous avoir. Bon, je vais me lancer quelques fleurs quand même, mais j'en lance à mes collègues. Et puis, finalement, je dois ajouter et souligner aussi le travail remarquable que fait toute notre équipe de production multimédia encore à l'université, parce que toute cette production de contenu-là, que ce soit pour les profs ou actuellement, justement, c'est donc une jeune designer qui a fait le concept visuel du site et dans toute sa simplicité. Et donc, on doit remercier toute cette grande équipe qu'on appelle le service audiovisuel de l'UQAM et les nouveaux joueurs qui sont joints à nous au cours des dernières années. Alors, merci beaucoup, Guy. Puis à tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine si vous êtes des nôtres pour le prochain atelier. D'ici là, bonne continuation. Au revoir, merci. Allez, au plaisir. Bravo.